toutes et à tous et bienvenue pour fêter un anniversaire, celui des 20 ans de la fondation du protestantisme. Alors cette fondation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont plein de projets. Est-ce que vous avez entendu parler par exemple de l'EHPAD de l'Opérette ou de Solidarité protestante ? Eh bien ce sont des projets soutenus par la fondation du protestantisme ou des bâtiments qu'elle a construits. Est-ce que vous avez entendu parler de la CIMAD ou du DEFAP ? Eh bien, tous les deux ont leur fondation abritée à la fondation du protestantisme. Cette fondation porte des projets immobiliers ou financiers à caractère éducatif, sociaux, humanitaire, culturel, issus de la diversité du monde protestant. Elle fait connaître les actions, elle organise des collectes, elle fait marcher les réseaux et elle redistribue les legs ou les dons aux différentes actions qu'elle soutient. Et voici un des nombreux autres projets qui a pu voir le jour grâce à la Fondation. C'est le centre Martin Luther King Grand Paris qui nous accueille ce matin. Ce tout nouveau centre vient d'être inauguré. Il a sa salle de culte, de spectacles, de concerts, de conférences, un espace pour les enfants, des espaces conviviaux, des restaurants. Bref, c'est un véritable centre culturel et cultuel qui a été rendu possible, entre autres, grâce à la Fondation. 20 ans, c'est un bel âge. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de la naissance, les origines et tout ce qui fait l'ADN d'une aventure comme celle-là. Pour en parler, nous avons donc invité les 3 grands acteurs de cette histoire, ceux qui ont rendu la Fondation possible. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Alors Pierre Jox, vous avez été le tout premier président de la Fondation du protestantisme depuis sa création jusqu'à 2016. Jean-Daniel Roch, vous en avez été le secrétaire général pendant 18 années et vous en êtes aussi l'architecte historique. Jean-Arnold de Clermont, vous étiez le président de la Fédération protestante de France de 1999 à 2007 et donc, de ce fait-là, premier vice-président de la Fondation du protestantisme. Et vous avez été un partenaire privilégié de la Fondation à ses débuts et vice-versa. Alors, 20 ans, c'est un bel âge. Votre beau bébé est devenu un jeune adulte. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous raconter sa gestation, l'histoire du projet, la réflexion qui a mis en route cette aventure ? Il y a 2 grandes institutions du protestantisme français qui favorisent le travail en commun. La Fédération protestante, disons l'unité des églises, mais pas simplement les églises, communautés, œuvres et mouvements, et la Fédération de l'entraide protestante, cette institution admirable qui réunit l'ensemble des associations à caractère humanitaire, social, etc. Ce qui manquait, c'était un instrument juridique qui permette à ces différents organismes de ne pas être dépassés par des questions d'ordre matériel, juridique, un certain nombre d'institutions menaçaient de disparaître tout simplement. Et là, la Fondation a véritablement été l'instrument qui a permis à la Fédération protestante d'une part, à la Fédération de l'entraide protestante d'autre part, d'avoir une solidité et des perspectives d'avenir tout à fait intéressantes. Un certain nombre d'institutions protestantes, parfois anciennes, rencontraient des difficultés. Elles rencontraient des difficultés soit pour renouveler leurs responsables, soit parce que les activités qu'elles faisaient dans les immeubles concernés n'étaient pas conformes à leur statut. Je vais donner un exemple classique, des centres de tourisme social, propriété d'une association cultuelle. Il y en avait plusieurs. Soit encore parce que c'était des institutions anciennes, bien installées, mais qui avaient envie d'innover, de lancer des projets différents de leur statut et qui n'avaient pas la liberté de le faire. Et mon rôle, c'était, comme président de la Fédération protestante, d'entrer dans ce mouvement qui me précédait, bien sûr. Moi, je suis créateur en rien là-dedans, mais je suis rentré parce que j'y ai trouvé un projet tout à fait enthousiasmant et qu'il fallait que la Fédération protestante fasse appel à un maximum de personnes pour entrer dans ce projet. Moi, à la même époque, j'ai constaté que les seuls qui n'avaient pas une organisation structurée en matière d'action sociale, culturelle, etc., c'est les protestants. Les catholiques avaient des structures très nombreuses, très puissantes. Les juifs avaient le Fonds social juif unifié, des structures formidables qui existaient parfois depuis très longtemps, avec des centres de formation professionnelle, des institutions culturelles, des institutions médicales, hospitalières.
Et j'étais étonné que les protestants, qui avaient une action très importante dans le domaine culturel, médical, professionnel, par exemple la première école pour sourds-muets en France, au XIXe siècle, c'est des protestants qui l'ont créée. La première école d'infirmières laïques créée en France, à Bordeaux, c'était des protestants qui l'ont créée. Et il y a beaucoup de premières d'inauguration, de création qui sont dues à la communauté protestante, mais pas à une structure centrale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures centrales protestantes. Donc, j'en ai parlé, je ne sais pas auquel d'entre vous, et puis un jour, ils sont venus me trouver en me disant, voilà, au fond, vous avez raison, il faut faire une structure et une fondation, parce que vous savez qu'en droit français, les fondations, surtout quand elles sont reconnues d'utilité publique, ont des avantages particuliers en matière fiscale, par exemple, etc. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais président de la Cour des comptes. Et je ne pouvais pas fonder ou présider une structure, une association susceptible de recevoir des fonds publics. C'est pas possible. Et puis, je crois que c'est 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, j'ai été nommé au Conseil constitutionnel. Donc, j'ai quitté la Cour des comptes. Et au Conseil constitutionnel, j'avais beaucoup plus de temps. Et c'est là qu'on a démarré. Et vous aviez surtout la possibilité. Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas centralisé, ça, c'est pas possible, c'est même pas souhaitable, mais on a donné des moyens de fonctionnement, de développement, d'organisation et de communication à des initiatives qui existaient ou qui cherchaient à se développer à travers la France. C'est là qu'on aurait... Et c'est vrai que 20 ans après, c'est très agréable de se dire qu'on s'est connus dans ces conditions et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui précisément d'ailleurs, à la tête de la Fondation maintenant, une des personnes qui était à la tête d'une des actions, le diaconat de Bordeaux, il y a quelque temps. Alors, l'article 1 des statuts de la Fondation, il parle alors d'apporter son soutien moral et matériel aux institutions protestantes. Entre parenthèses, Église, œuvre, mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Répondre à toutes leurs attentes en la matière et leur permettre, lorsque leur statut n'est pas en adéquation avec tel ou tel projet, de le réaliser dans le cadre de la Fondation. Et c'est pour ça, pour tenir compte de la spécificité de toutes les institutions protestantes qui aiment bien leur indépendance et conduire leurs projets, qu'il a été prévu dès le départ que le Conseil de la Fondation puisse reconnaître des fondations individualisées. Ça n'a pas été évident puisque le rapporteur devant le Conseil d'État estimait qu'il fallait d'abord créer la Fondation, vivre, faire nos preuves et ensuite, si on le justifiait, de pouvoir. Or, nous savions très bien que vu la notion d'indépendance des institutions protestantes, il fallait le prévoir tout de suite. Donc on a prévu et on a fini par obtenir tout de suite la capacité de la Fondation de créer des fondations qu'intentionnellement, nous n'avons pas appelées conformément au vocabulaire courant et qu'il est resté fondation abritée, mais fondation individualisée. Parce qu'on trouvait qu'abrité, c'était un peu trop protecteur, minorant, etc. Dès qu'individualisé, ça veut bien montrer qu'il s'agit d'institutions qui conduisent leur vie, qui ont leur compte, mais qui ont aussi un conseil, etc. Donc ces fondations individualisées, elles gardent par ce nom-là l'ADN protestante de liberté et d'indépendance, tout en profitant de la structure de la fondation du protestantisme. C'est bien ça ? Exactement. Ce qui a été complexe à mes yeux, c'est de faire comprendre que lorsque on devenait membre fondateur de la fondation du protestantisme, on perdait en quelque sorte, je ne sais pas si les termes vont être justes, la propriété de ce que l'on apportait. Et en plus, on aurait à payer les coûts de fonctionnement. Non, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire de ses biens lorsqu'on est une institution ? On n'est pas propriétaire et ils ne nous appartiennent pas. On est gestionnaire et on est gestionnaire de la même manière au sein de la Fondation qu'avant, quand on n'était pas dans la Fondation. Mais vous voyez, psychologiquement, là, il y avait des barrières à lever sans aucun doute. Il n'y avait pas que les aspects juridiques, les aspects techniques. Par exemple, il y a eu un moment où les réglementations sur les établissements médicaux, les maisons de retraite ou les cliniques, ont été modifiées, qui fait qu'à certains moments, certaines maisons de retraite ou cliniques ne pouvaient plus légalement fonctionner parce qu'ils ne répondaient plus aux critères techniques en matière de sécurité, en matière de toutes les normes, quoi. De chauffage, etc. Et ces institutions, souvent très anciennes, gérées par des gens souvent très anciens, n'étaient pas capables, n'avaient pas le goût, la capacité d'engager les réformes
pour préparer les travaux, financer les travaux, faire les travaux selon les règles techniques en matière d'hygiène, de sécurité, etc. Et là, la Fondation, grâce à quelques amis qui étaient membres de la direction, etc., ont apporté une assistance technique qui fait que tout d'un coup des choses étaient rendues possibles. Si elles n'avaient pas eu lieu, si on n'était pas intervenu, ces cliniques auraient été vendues au privé. Il y a une chose qu'on n'a pas dite jusqu'à maintenant et qui est très importante, c'est la capacité qu'a eue la Fondation de mettre à la disposition des institutions du protestantisme français des bénévoles de très haut vol capables de les aider dans leurs projets. Et alors là, vous parlez de tous les moyens humains, techniques, juridiques, tous les outils qui ont été mis à disposition des différentes associations ou des différentes institutions protestantes. Mais au niveau des valeurs, de l'état d'esprit, c'était comment à ce moment-là, au début? La transparence d'une part, Oui. parce que ça c'est une caractéristique essentielle, et la solidarité. Et tout de suite, dès que la Fondation a existé, elle a lancé des appels à la solidarité pour aider d'autres institutions qui n'étaient pas en son sein. C'est d'ailleurs pour ça, ce qui est significatif, qu'elle a changé de nom. Au début, elle s'appelait Fondation pour le protestantisme. Quand nous l'avons conçue, on l'a conçue ainsi. Et puis on s'est rendu compte qu'on agissait aussi pour toute une série de personnes ou d'institutions extérieures au protestantisme. C'est pour ça qu'elle est devenue Fondation du protestantisme. Et alors, une des toutes premières activités dans laquelle vous vous lancez, c'est de créer Solidarité protestante. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Dès que la Fondation a commencé ses réunions, il est apparu utile de se tourner aussi pour aider et répondre aux situations d'urgence constatées soit dans le monde, soit en France. Et dès 2002, par exemple, la Fondation a lancé un appel particulier pour aider les Malgaches qui, dans la Grande Île, avaient connu des inondations et des problèmes de santé considérables. Ça a été le premier grand appel lancé. Ensuite, il y a eu des appels aussi, par exemple, pour les inondations autour de Arles, la même année 2002. Et la pointe, l'appel qui a eu le plus de réussite, c'est celui qui a été lancé en 2010 pour Haïti, qui était d'ailleurs en lien avec la Fédération protestante et la Fédération protestante d'Haïti, et qui a permis de recueillir plus de 600 000 euros, ce qui, à l'époque, était quand même important. Ça fait partie des grands projets de la Fondation du protestantisme? Ça fait partie des grandes activités conduites par un comité spécifique qui réunit les opérateurs sur le terrain. Et de l'ADN du protestantisme français, qui ne peut pas se penser sans relation avec le reste du monde et les églises protestantes dans le monde. Est-ce qu'il y avait aussi la volonté de vitrine, de visibilité du protestantisme en France avec cette fondation? Plutôt une image de croissance, de développement, de rayonnement, parce que c'est des gens qui ne cherchent pas la publicité en général, qui faisaient des œuvres parfois depuis très longtemps dans des villes moyennes, à Aubenas. C'était pas seulement dans les grandes villes, c'est un tissu très important. Or ça demande des compétences, par exemple dans le domaine immobilier. C'est vrai que si on n'avait pas eu l'aide de quelqu'un qui était un expert dans le domaine financier aussi. Voilà, donc c'était ça l'idée, c'était de rayonner. Je ne crois pas qu'il n'y a pas du tout un objectif, comment dire... De faire connaître plus le protestantisme à ceux qui en seraient loin? De le faire reconnaître, oui. C'est un entretien d'un rayonnement qui existe spontanément, mais qu'on ne voulait ni canaliser, ni diriger, ni centraliser, mais aider, assister. Soutenir. Donc là, vous nous parlez du rayonnement extérieur. Est-ce que ça a permis aussi des articulations à l'intérieur entre les associations ou entre les différents projets qui étaient éparpillés? Pas toujours, mais souvent, oui. Et certainement, ça devrait le permettre encore plus à l'avenir. Oui. Parce qu'il a fallu le temps de connaître l'existence de la Fondation, de découvrir on était gagnant à travailler avec d'autres et de ne pas rester sur son compte en soi. Je pense que c'est une idée qui a été certainement développée par la Fondation et qui, dans l'avenir, sera tout à fait encore plus utile. En France, le protestantisme, il a une fonction essentiellement, il a une structure associative. Elle est volontaire, elle est fédérale, elle est démultipliée, elle est décentralisée. Et alors, quels sont les enjeux pour le protestantisme aujourd'hui ? Eh bien, de continuer à témoigner de ses convictions de façon libérale, démocratique, légale et tolérante. C'est quelque chose qui existe, je crois, chez nous de façon historique et constante. Et qui va perdurer.
Ah ben, on le souhaite, mais enfin, oui, on a des raisons de le penser. Alors, ici, on est au Centre Martin Luther King Grand Paris, qui est un des projets qui a pu voir le jour grâce à la Fondation du protestantisme. C'est un projet ultramoderne qui a été pensé depuis longtemps, qui est porté depuis de nombreuses années. Est-ce que la notion de temps long, elle compte dans la Fondation? Pour un projet de l'importance de Martin Luther King Grand Paris, c'était nécessaire, puisque c'est un projet tout à fait particulier, tout à fait original, et dans sa conception, dans sa structuration et dans sa conduite, par la participation de tous les responsables locaux. Et donc, il a fallu du temps pour trouver la bonne formule, Oui. il a fallu du temps pour trouver le bon financement, et puis le bon projet architectural. Donc, c'était indispensable que tous les responsables d'ici qui ont conduit ce projet aient eu un partenariat sur le long terme. Un autre projet dont la première pierre va être posée dans quelques jours à Montpellier, c'est quoi? C'est 10 ans de travail? Oui. Ah, tout à fait. C'est 10 ans de travail. Il n'y a qu'une institution comme la Fondation qui a la capacité d'accompagner sur le long terme avec tous les bénévoles qui sont nécessaires, tous les conseils juridiques, financiers, toutes les conciliations nécessaires dans un protestantisme divers, sur place d'ailleurs. Il n'y a que la Fondation qui puisse accompagner un projet de ce genre-là. Et dans ce domaine-là, c'est une démonstration admirable, avec Martin Luther King bien sûr, et d'autres, de la nécessité de cet instrument. Le nom de ce projet à Montpellier qui va... Carousel, un centre multiple, social, sur la place de Montpellier pour le protestantisme montpelliérain. J'en reviens à la Fondation du protestantisme. Aujourd'hui, elle a 20 ans. 20 ans, c'est un bel âge. Vous êtes ses parents. Est-ce que vous êtes fiers de votre enfant qui a 20 ans? En 20 ans, on a beaucoup appris. On a appris à utiliser cet instrument. Et les deux exemples qu'on vient de dire, le centre Martin Luther King, le projet Carousel à Montpellier, c'est vraiment la démonstration qu'on a appris un certain nombre de choses. Maintenant, il faut aller quand même plus loin. Quand vous regardez le rapport de la Fondation annuel, vous voyez toutes sortes de projets qui ont été portés, des petits, des gros, des moyens, etc. J'ai le sentiment que le protestantisme, du moins dans ses œuvres, n'a pas encore compris tout ce qu'il pourrait tirer de cette fondation, le soutien qu'il pourrait y trouver. Et l'espérance, ou plutôt l'enthousiasme qu'il pourrait avoir vers de nouveaux projets. Or, il me semble essentiel que le protestantisme français soit beaucoup plus présent dans la société qu'il ne l'est à l'heure actuelle, dans toutes sortes de domaines. L'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il est nécessaire que, hier à la télévision, j'entendais rappeler quand même qu'il y a 9 millions de pauvres au sens matériel du terme dans notre société. La Fondation du protestantisme pourrait être un instrument fantastique pour multiplier par 10 les possibilités ouvertes aujourd'hui dans la société de témoignage du protestantisme français. C'est ça que j'attends de la Fondation. Alors, 10 ans, 20 ans, 100 ans, peu importe. Hein. Ce qui importe, c'est que ce dynamisme soit reçu par le protestantisme français. Merci à tous les trois de nous avoir partagé votre témoignage sur les débuts, l'histoire de cette fondation. Merci au Centre Martin Luther King Grand Paris de nous avoir accueillis. On souhaite encore un joyeux anniversaire à la Fondation du protestantisme. Au revoir à toutes et à tous.